Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ces petites histoires d'horreur. Et si ça vous a plu, bien sûr. Alors, on va reprendre sur l'histoire d'horreur de la dernière fois, la forêt des pendus, dans les chroniques étranges. On va repartir sur la partie 4. Corde. Archibald courait à perdre son souffle. Les arbres semblaient se ressembler autour de lui, se resserrer autour de lui, pardon. Leurs branches agrippant ses vêtements, la serraient sa peau. Lorsqu'il n'entendit plus ce bruit de rire, horrible de rire, le souffle court, il s'arrêta derrière un tronc, planqua son dos, plaqua son dos contre l'écorce et tenta de reprendre son souffle. Il ferma les yeux. Il n'entendait plus rien, si, si ce n'est qu'un ce silence oppressant de la forêt, de ces maudits corbeaux. Pas un pas, pas un souffle. Peut-être les avait-il semés. Il se risqua à jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'arbre. Personne. Il voulut avancer, mais quelque chose le resserra soudain autour de son cou. Il porta la main à sa gorge, tira de toutes ses forces, mais la pression augmentait. Ses pieds quittaient le sol. Une voix se fit entendre autour de lui. « Je t'ai eu !» Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Son regard se leva vers le ciel. Autour de lui, suspendue entre les branches, la silhouette de la femme, son cou tordu, sa bouche ouverte, dans un rictus impossible. Elle tirait la corde à deux mains, sa tête penchée de côté. Un rire grincé s'échappa de ses lèvres. Archibald agrippa le tronc à portée à la main, à portée de main. Ses doigts s'enfonçaient dans l'écorce. Il tenta de se hisser et de soulager la tension. La corde cédait à peine. Chaque mouvement lui arrachait sa gorge. Dans un ultime effort, il parvient à s'échapper de branches et à glisser ses doigts entre les nœuds. La chèvre rapa sa peau, coupa ses doigts, mais il tira encore et encore, jusqu'à sentir la corde se desserrer. D'un coup, elle céda. Il tomba lourdement au sol. Il resta un moment immobile, les mains sur sa gorge, le souffle court. Autour de lui, la forêt s'était tue, mais le vent avait disparu. Il se redressa, la tête tombante, le corps à vif, la peau à vif. Au-delà, la corde perdait tout, pendait toujours, balançait lentement dans le vide. Mais la femme, elle, n'était plus là. Archibald recula, puis s'élança de nouveau dans la forêt. Il ne savait
plus où aller. Seulement qu'il devait fuir à tout prix. Alors il se remit à courir vers la rive. La partie 5 se nomme La Rive. Archibald déboucha sur une clairière. Le fleuve était à côté de lui. Devant lui, large, noir, impassible. La brume glissait au ras de l'eau, bien moins épaisse qu'à son arrivée. Derrière lui, plus rien. Ni rire, ni corde, ni pas. Juste le silence et le clapotis régulier qui battait son cœur. Il courut jusqu'à la berge. Ses vêtements étaient trempés de sueur, son cou en feu. Il faut que je sorte d'ici, s'écria-t-il. Souffle à le temps, regardant autour de lui. Il reconnut vaguement le pont au loin, noyé dans le brouillard. Et là, près de la rive, une silhouette, une lumière dans la fenêtre, la cabane. Le passeur était encore là. Archibald sentit une bouffée d'espoir lui traverser sa poitrine. Aidez-moi. La silhouette ne bougea pas. Il crut distinguer derrière la vitre la forme de l'homme, immobile, la tête tournée vers lui. Vous m'entendez? Pas le temps d'attendre. Il jeta sa veste et se jeta dans le fleuve. L'eau était glacée, plus lourd que des pierres. Chaque mouvement lui coûtait une douleur atroce. Il avançait à peine, la lanterne dans la bouche, tirant des bras pour joindre l'autre rive. Mais plus il nageait, plus le courant semblait le repousser. Ses muscles se raidissaient, ses poumons brûlaient. Il hurla, mais son cri se perdit dans la brume. Il crut pas, il n'a pas le temps de crier à l'aide, qu'il avait déjà la tête tout sous l'eau. Ouais. Quelque chose venait d'agripper sa cheville. Il tira d'un coup sec, sans succès. La main qui venait de l'agripper remonta lentement, froide, glissant contre sa peau. Il plongea un instant la tête sous l'eau pour voir. Il la vit, le visage d'Helena, livide, les yeux ouverts. L'eau s'échappa de sa bouche. Non, non, ce n'est pas toi, s'écria-t-il. Elle tira plus fort. La corde s'enroulait déjà autour de sa jambe. Archibald frappa dans l'eau, hurla, tenta de repousser, mais son visage se déformait à chaque éclaboussure. Il n'est plus certain de reconnaître sa femme. La corde remonta le long de son corps, entoura sa taille, puis son cou. Il tenta d'attraper quelque chose, mais ses doigts glissaient dans le vase. Helena, ou ce qui croit que c'est elle, le fixe sans un mot, les lèvres entr'ouvertes. Puis elle tira d'un geste sec. L'eau se renferma sur lui. Tout devint noir. Au matin, on retrouva son corps accroché
au premier arbre de la rive, à la place où, jadis, on avait pendu la sorcière. Sa peau portait la marque du chavreux, et ses yeux grands ouverts semblaient regarder vers le ciel. Sur sur son front luisant du sang avait été gravé pardonné. Pour la prochaine partie, c'est la partie 6, se nommant La sorcière. À l'aube, des hommes de trompe découvrit le corps d'Archibald. Il pendait au premier arbre du rivage, là où même où, 10 ans plus tôt, on avait pendu la femme qu'il appelait sorcière. Son visage bleui déjà, ses doigts clopés, tenaient encore un fragment de corde. Aucun d'eux ne parla. Il savait, pauvre homme, pensait avoir pendu sa femme, avait mis fin à ses jours. La forêt des pendus avait pris un hôte, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Helena avait été retrouvée chez elle, assise près du foyer, ses vêtements mouillés, ses cheveux trempés, le sourire aux lèvres. Quand les gardes frappa à sa porte, elle se leva, leur ouvrit, sans trembler. Un d'eux lui dit: un habitant du village qui a entendu du remue-ménage près de la rive s'y est déplacé. Il vous a vu approcher le corps de votre mari à l'arbre. Suivez-nous, la potence vous attend. Elle les suivit sans résistance jusqu'à la place du village. Là, devant la foule, la majorité féminine, elle parla. Sa voix était claire, posée, presque douce. Oui, c'est moi. Je l'ai tué, poursuivit-elle. Personne n'osa bouger. Un prêtre dit quelques mots. C'était le dernier. Maintenant, Ezia peut demeurer en paix. Car oui, c'est que vous avez appelé sorcière avait un nom. Ezia. Ce que vous appelez malédiction n'est que la mémoire de vos crimes. Tant que vous en prendrez aux femmes pour la faute d'un homme, tant que vous laverez vos péchés dans notre sang, la forêt des pendus chantera vos noms. La foule se mit à murmurer. Sorcière, s'écria les hommes dans la foule. Helena sourit faiblement. Continuez à m'appeler sorcière. Celle qui doit répondre de votre pulsion, vous pourriez me pendre aussi, mais une autre me vengera. On lui lit ses mains. Elle monta sur l'échafaud, sans baisser les yeux, avec que la trappe ne s'ouvrait. Elle prononça ces derniers mots. Tant que vous condamnez une femme pour sa beauté ou
pour sa seule existence, tant que vous faisiez porter vos crimes par nos corps, tant que nous serons sacrifiés pour couvrir vos actes barbares et votre incapacité à penser autrement qu'avec votre queue, nous serons là pour ne pas vous laisser remanier l'histoire à votre manière, pour vous empêcher de souiller notre mémoire, pour que nul n'oublie que les hommes de trompe ont fait. La trappe sous ses pieds céda. Son corps pendait, inerte, sur la place publique de Trump. Depuis ce jour, les habitants ont peu à peu quitté le village. Seulement certaines femmes, veuves ou non, y restaient. Trump mourut lentement, mais paisiblement, et le nom du village devint synonyme de mort. Alors, la prochaine partie, c'est la fin, en fait, tout simplement. On dit que le village de Trump n'existe plus, qu'il a été rebaptisé, effacé des cartes, englouti par la brume du Nord. Les hommes de Trump ont crié à la sorcellerie pour dissimuler les abus commis sur Yezela. Ensemble, ils ont voulu faire taire celles qui avaient osé mettre leurs péchés au grand jour. Mais tous, jusqu'au dernier, ont péri. L'histoire de Yezela est pas unique. Entre le 15e et le 18e siècle, plus d'une 40 000 femmes ont été exécutées à travers l'Europe, accusées de sorcellerie. La plupart n'avaient ni guérisseuse ni occultisme. C'étaient des veuves, des sages-femmes, des pauvres, des femmes très belles ou simplement trop libres pour leurs époux, pour leurs époques. On les pendait, on les brûlait, on les noyait, parce qu'elles gênaient, parce qu'un homme avait parlé, parce qu'une communauté avait peur. Aujourd'hui encore, certains villages conservant ces traces de ces procès, des registres, des noms, des confessions arrachées sous la torture. Dans ces pages, on ne trouve aucun démon, seulement des femmes, des mères, des innocentes. Alors peut-être que la forêt des pendus n'était pas une légende, peut-être qu'elle n'était qu'un souvenir de toutes celles qu'on a voulu faire taire. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien cette petite histoire. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce soir entre autres. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner, de laisser un pouce bleu et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette petite histoire de la forêt des pendus et de l'histoire de la dernière sorcière, bien sûr. Bientôt, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos sur les histoires d'horreur. Continuez à me suivre, que ce soit pour les histoires d'horreur ou les autres vidéos que je fais. Et si vous en êtes encore capable, passez une bonne nuit. En tout cas, si c'est possible, de ne pas trop penser à cette corde et au pendu. À bientôt, avec le sourire des pommes. Pas trop de cauchemars en tout cas.